situation au Haut-Karabakh. Et M. Hebrecht nous a annoncé un vœu de soutien aux forces de l'ordre qui a été repris par la majorité municipale avec l'accord de M. Hebrecht. C'est bien ça, M. Hebrecht? Je disais... Oui, non, mais sur le principe, oui, on est bien d'accord. Vous avez bien fait signaler que c'est nous qui avons eu en premier. Je suis d'accord. Dont ces différentes motions ou résolutions seront examinées à la fin du Conseil. Nous avons maintenant approuvé le compte-rendu analytique de la séance du 5 juillet. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication ou des demandes de modification? Non. Donc je considère que le compte-rendu de la séance du 5 juillet est approuvé. Nous avons également approuvé le compte-rendu de la séance du 15 juillet. Est-ce qu'il y a des demandes de modification? Il n'y en a pas. On peut considérer que le compte-rendu est approuvé. Communication vous est faite des décisions prises par le maire au cours de la période du 5 juillet au 27 septembre 2020, conformément à l'article L. 212-22 du Code général des collectivités territoriales, en vertu de la délégation d'attribution du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication sur ces différents arrêtés? Monsieur Hebrecht. Oui, monsieur le maire, sur quatre décisions, des petites précisions simplement à vous demander sur la 2020-95. Dans cette décision, il est fait mention d'une consultation spécialisée en matière de gestion des ressources humaines. Peut-on avoir des précisions sur cette consultation et sur son montant? Alors, vous avez dit laquelle, monsieur Hebrecht? 95, pardon. C'est un contentieux avec un agent, M. Hebrecht, mais je ne suis pas en mesure de vous dire quel est le montant des honoraires de l'avocat. On pourra vous le donner par écrit. La raison de cette demande. Sur le 111, là, je voudrais juste, puisque j'aurais profité de l'occasion où on nous parle de l'arrêté la requête en annulation que vous avez déposée par la commune devant le tribunal administratif contre le projet de création de ligne Téléval, savoir où ça en est. Ça va mettre du temps, je suppose. C'est vrai, je ne suis pas président du tribunal administratif. Non, mais ça, vous avez bien... Non, mais vous n'avez pas aucune idée quand ce sera examiné Je n'ai pas d'informations. Pas d'informations, d'accord. Juste après, sur la 113, qui concerne les cinémas du Palais. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur le cinéma du Palais? Oui, pour les cinémas du Palais, la somme de ces travaux est estimée à 1 million d'euros. Juste pour avoir une idée du marché ordinaire, puisque ce sera en plusieurs fois, qu'est-ce que sont les travaux qui sont envisagés pour cette salle, pour la cinéma du Palais? Est-ce que c'est une refonte de la salle complète ou c'est vraiment des... Vous avez à la fois la rénovation des salles, la rénovation de l'accueil, des parties communes, et il y a des travaux d'accessibilité pour handicapés qui sont réalisés à cette occasion. Mais ça n'entraînera pas la fermeture du cinéma du Palais dans l'immédiat ou... Pour le moment, on en est
On est à l'étude des On en travaux est pour aux l'instant. études, hein, D'accord. et aux demandes de subvention, puisque c'est une opération qui est subventionnée par le CNC, c'est ça? C'est le CNC, d'accord. Et la dernière demande, c'est sur la délibération sur la décision 125. Et là, j'avoue, je n'ai pas très bien compris que c'est cette histoire de recours en annulation, référé de suspension en annulation déposé par la société HRB auprès du tribunal à la rencontre de l'arrêté municipal du 22 juin concernant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place implantés rue Gérald Leclerc dans sa portion comprise entre le numéro 61 et le numéro 115. Je pense qu'il s'agit, monsieur Ebrèche, d'un café-restaurant que vous devez connaître, puisqu'il est dans le Vieux-Crédec, qui s'appelle Le Baron, qui a été le lieu de différents tapages, pour lesquels j'ai été amené à prendre un arrêté pour que ce bar soit fermé à 23 heures. Donc il y a eu une procédure, et on a été obligé d'aller au tribunal administratif pour défendre notre position. Mais monsieur le maire, ça j'entends tout à fait. Ce que je n'ai pas compris dans la décision, c'est des numéros jusqu'où ça va. C'est de ça qui m'a interpellé. C'est que c'est la portion comprise entre le 61 et le 115 et le 114 côté père. Ah oui. Parce que Il fallait indiquer... à tout le monde la même chose. Il fallait indiquer là où on avait des problèmes. Donc il y avait effectivement le Baron, puis il y avait le Mistral, je crois. Donc les deux étaient concernés, mais il n'y en a qu'un qui a fait le recours, c'est le Baron. Donc vous me donnez acte de la communication. Ensuite, nous avons reçu les remerciements d'un certain nombre d'associations pour les subventions que nous leur avons allouées. L'Embellie Turquoise, l'Association pour adultes et jeunes handicapés, la PAGE, l'Amicale des anciens pompiers, le Secours catholique, l'Union nationale des familles et amis des personnes malades ou handicapées psychiques, l'UNAFAM du Val-de-Marne. Vous avez ensuite une communication. La parole est à Madame Boulard, une communication sur la rentrée scolaire, la situation pour la rentrée scolaire. Madame Boulard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, cette communication fait le point sur les effectifs en cette rentrée, propose un rappel des mesures sanitaires prises pour cette année nouvelle face à l'épidémie de Covid, dresse un bilan des actions conduites cet été pour les jeunes cristoliens dans les structures de la direction de la jeunesse et fait le point des travaux engagés. Malgré une situation instable liée à l'épidémie de Covid-19, marquée par des préconisations sanitaires à appliquer, communiquées dans les derniers jours la précédant, la rentrée des classes s'est bien déroulée dans les 48 écoles de la ville. Un des faits marquants est la forte mobilité parmi les directeurs. En effet, 18 écoles ont vu leur direction changer à la rentrée, dont 12 nouvelles affectations d'enseignants, pour certains n'ayant pas exercé en direction auparavant, ni à Créteil, ni ailleurs. Des effectifs scolaires en légère diminution, au total 8601 élèves, une baisse de moins 3,27%. Si les effectifs scolaires sont restés globalement stables les 2 dernières années, une légère baisse est à souligner en 2020, aussi bien en élémentaire qu'en maternelle. Concernant les écoles maternelles, une baisse de 3,30%. Le nombre total d'élèves est de 3389 avec les classes spécialisées, soit 116 enfants de moins qu'en septembre 2019. Compte tenu des effectifs, une ouverture de classe, une annulation de fermeture conditionnelle et 3 fermetures ont été prononcées par l'inspection académique dans les écoles maternelles de la ville. Concernant les écoles élémentaires, une baisse de 3,24%. Le nombre total d'élèves est de 5212
avec les classes spécialisées, soit 175 enfants de moins qu'en septembre 2019. Compte tenu des évolutions d'effectifs, une annulation d'ouverture, une ouverture et 4 fermetures ont été prononcées par l'inspection académique. Les effectifs moyens par classe traduisent une situation globalement satisfaisante, aussi bien en élémentaire qu'en maternelle. Le dédoublement des CP et CE1 dans les 7 écoles en REP. Pour mémoire, les écoles en REP accueillent un peu plus d'un tiers des enfants scolarisés à Créteil. Pour la 3e année pour les CP et la 2e pour les CE1, conformément aux dispositions nationales, les CP et les CE1 des 7 écoles en REP sont restés dédoublés, permettant des effectifs réduits. En revanche, le nombre d'élèves par classe est en hausse très sensible par rapport en 2019, une situation qui est à surveiller notamment à Camus et au Guiblet. Concernant la sécurité sanitaire dans les écoles, depuis le 17 mars 2020, date du confinement, les services des directions de l'éducation et de la jeunesse sont restés mobilisés et en lien fort avec les partenaires de l'éducation nationale pour adapter le fonctionnement à cette situation de crise. Les dispositions ont été prises à chaque étape pour permettre un accueil dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Durant cette période et au plus fort de la pandémie, une école a été fermée suite à un cas positif parmi les personnels. Le groupe scolaire Gerbeau, du 23 juin à la sortie des classes au 3 juillet. Depuis la rentrée, les protocoles nationaux connus tardivement sont strictement appliqués. Certaines mesures, de nettoyage des locaux, de regroupement en ALSH et APS par exemple, vont même au-delà des prescriptions pour encore plus de sécurité. Des cas positifs parmi les enfants et adultes ont été constatés. Après 2 semaines, conformément au protocole de l'éducation nationale, 10 classes ont fait l'objet de mesures de fermeture sur décision de l'ARS et des autorités académiques après constat de symptômes ou de tests positifs chez des enfants de ces groupes. À chaque fois, l'enquête pour déterminer les éventuels cas contacts est conduite conjointement par nos services et ceux de l'éducation nationale. Concernant l'été, des activités éducatives pour des découvertes multiples. L'épidémie a modifié très fortement les habitudes estivales et les besoins des familles. Les effectifs et demandes constatées cet été semblent confirmer que les départs en vacances ont été plus rares, tardifs et pour des séjours plus courts. Par ailleurs, si dans toutes les structures, on constate une montée significative des effectifs d'enfants accueillis, ce sont les structures animation jeunesse qui ont connu la plus forte hausse de la fréquentation, notamment pour la tranche des 8-12 ans. Toutes les structures ont activement participé à l'opération anti-rouille en proposant des animations sur les places d'été et en y accompagnant des jeunes. Des temps forts qui ont contribué à permettre un été apaisé et actif pour de nombreux jeunes cristoniens et leurs familles. Les effectifs de l'accueil de loisirs en augmentation de 4% en juillet et de 10% en août. Dans le contexte particulier de cet été 2020 et afin de garantir la mise en œuvre des protocoles sanitaires, notamment la distanciation, le choix a été fait d'ouvrir les 19 accueils de loisirs pendant les 2 mois, contrairement aux autres années où des regroupements sont opérés et 5 centres fermés. Une augmentation spectaculaire de 67% des jeunes âgés de 8 à 17 ans pour les animations jeunesse. Cet été, les jeunes ont été accueillis dans 6 gymnases et 3 structures jeunesse, CLAP, CACM, plage, sur l'ensemble des 2 mois. Ainsi, le CACM, habituellement fermé sur cette période, est resté ouvert en août et la plage a fonctionné également les 2 mois pour son premier été de fonctionnement. Cette hausse concerne particulièrement les filles qui ont représenté plus d'un tiers des effectifs accueillis, 39% en juillet et 36% en août, et la tranche d'âge des 8 et 11 ans, 48% sur les 2 mois.
Des vacances apprenantes, cahier de vacances écolo. La ville a choisi de s'inscrire dans le dispositif national des vacances apprenantes. 2 actions ont permis à nos jeunes cristoliens de renforcer encore la part éducative des activités de loisirs qui leur ont été proposées. Ainsi, pour la première fois, 3 structures jeunesse, Gymnase Casalis, Clap, Plage, ont proposé des séances cahiers de vacances. 174 jeunes les ont fréquentées, très majoritairement des 8-12 ans. Une bonne occasion de renouer avec les apprentissages dans un cadre plus ouvert que l'école. L'épidémie ayant conduit à devoir annuler les séjours vacances habituellement proposés aux jeunes cristoliens par nos prestataires, il a été proposé aux familles concernées des inscriptions dans les colos apprenantes organisées au niveau national. 33 enfants ont pu partir pour une semaine. Priorité a été donnée aux familles monoparentales et bénéficiant du quotient familial 1 qui avaient effectué une réservation sur les séjours de la ville, suite au forum de février 2020. À noter par ailleurs, suite à la mobilisation des écoles du secteur REP, près d'une centaine d'enfants se sont inscrits directement. Une volonté de tous les accueils, proposer le maximum de sorties et activités extérieures. Côté enfance loisirs, ce sont 9 548 journées enfants qui ont été consacrées aux sorties et stages sur Créteil ou à l'extérieur. Côté jeunesse, ce sont 6 369 journées enfants qui ont été consacrées aux sorties et stages sur Créteil ou à l'extérieur. 1465 jeunes ont participé aux opérations hors les murs, Émouleuse, Quartier des Bluets et Anti-Rouille 2020. 2060 participations aux sorties à l'extérieur de Créteil, 2844 participations aux sorties sur Créteil et son territoire. Les travaux achevés pour la rentrée scolaire. Il faut souligner un effort d'investissement important. Comme chaque année, les écoles ont bénéficié d'un important programme de travaux d'entretien confiés à des entreprises ou assurés en interne par la régie bâtiment. L'ensemble des travaux réalisés cet été est retracé dans le tableau qui figure dans le document qui vous a été communiqué. En termes d'accessibilité dans les écoles, il convient également de noter l'effort de notre collectivité. En 2015, le taux global pour l'ensemble des bâtiments scolaires était de 53% et seul le groupe scolaire Aimé Césaire, dernière école construite ouverte en 2008, affichait un résultat de 100% car construite selon les normes en vigueur. 5 ans plus tard et un investissement de près de 1,2 million d'euros, 13 groupes scolaires ont atteint le taux d'accessibilité de 100%, portant la moyenne pour l'ensemble du patrimoine scolaire à 82%. À cela, il convient d'ajouter le plan numérique des écoles élémentaires dont la première phase s'est achevée cette année. Les opérations de câblage électrique et informatique, l'équipement en matériel. 42 écrans numériques interactifs et 45 classes mobiles, chariots équipés d'ordinateurs ou tablettes ont été déployés dans les écoles élémentaires, soit 1 pour un étage et ou 8 classes, permettant l'équivalent d'une demi-journée d'usage pour chaque élève. Enfin, un fort taux. Par ailleurs, 1 à 2 ordinateurs de fond de classe ont été installés en fond de classe pour des travaux individuels, tandis que les directions d'école ont été dotées d'ordinateurs neufs et équipés d'imprimantes individuelles. L'ensemble a mobilisé près de 2,5 millions d'euros depuis 5 ans. Enfin, un effort d'investissement de près de 250 000 euros par an est consenti pour renouveler certains équipements des offices de restauration, fours, multifonctions, lave-vaisselle et chambres froides, pour assurer la sécurité alimentaire et la qualité gustative des repas. Je vous remercie. Merci Madame Boulard. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'explication ou des précisions? Je crois que ça a été très complet. Merci Madame Boulard. On peut passer au rapport suivant. Monsieur Pellissolo.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors, nous avons tous en mémoire la terrible double explosion du 4 août dernier à Beyrouth, qui a fait des centaines de morts, des milliers de blessés et des dégâts matériels considérables. Au moins 150 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Au regard des liens qui unissent la France et le Liban, ainsi que de la nécessaire solidarité internationale envers des populations déjà fortement fragilisées par une crise économique extrême et par la crise sanitaire, il vous est proposé d'accorder une aide exceptionnelle de 10 000 € en faveur du peuple libanais. Afin de garantir la transparence et l'efficacité dans l'utilisation de cette aide octroyée par la commune, il est proposé que cette somme soit versée pour moitié, donc 5 000 € à l'association ACTED et pour moitié à l'association médicale franco-libanaise. L'association ACTED, qui est la deuxième ONG française après Médecins sans frontières, est partenaire de l'Association des maires de France et s'est organisée depuis le début de la catastrophe pour apporter des abris aux populations les plus vulnérables et assurer leur accès aux biens de première nécessité, aux services de base et à la protection psychologique. Quant à l'association médicale franco-libanaise, elle déploie depuis la catastrophe des missions humanitaires et médicales à Beyrouth, tout en organisant le transport de blessés en France. Il vous est donc proposé de bien vouloir approuver le principe de l'attribution de ces subventions exceptionnelles en faveur du peuple libanais, donc de 5 000 € au bénéfice d'ACTED et de 5 000 € au bénéfice de l'association médicale franco-libanaise, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette action. La Commission a donné un avis favorable à cette proposition. Merci, Monsieur Pellicello. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Rapport suivant, Monsieur Pessac. L'instruction comptable impose de constater indépendamment les créances éteintes consécutives aux procédures de rétablissement personnel. Les effacements de dettes sont prononcés par le juge et s'imposent donc à la collectivité créancière qui est tenue de le constater par une délibération du conseil municipal, ce qui lui permet d'inscrire ses dettes en dépenses de fonctionnement. Dans ce cadre, Madame la comptable publique a informé la commune de 2 décisions de procédure de rétablissement personnel et a de ce fait sollicité l'adoption d'une délibération constatant l'effacement de ces dettes relatives à des impayés de restauration scolaire, accueil de loisirs, garderie scolaire et de classes de découverte. Les crédits sont inscrits comme prévu au budget de l'exercice 2020. Il vous est donc demandé, mes chers collègues, Monsieur le maire, de bien vouloir constater l'effacement de ces dettes. Rapport adopté à l'unanimité en commission. Alors, il s'agit de la commission locale et d'évaluation des charges territoriales. Il s'agit de désigner des conseillers municipaux de Créteil pour la CLEC. La CLEC, c'est la commission qui, effectivement, vérifie le transfert d'un certain nombre de compétences et, bien sûr, en même temps, les sommes y afférentes. Donc, il vous est proposé comme titulaire M. Pessac, M. Urgin, Mme Isabelle Morvan et M. Bruno Kérizit. Et comme suppléant, M. Bruno Hélin, Michel Vanin, Mohamed Tari et Thierry Ebrèche. Pas d'objection? La CLEC est ainsi constituée. Le rapport suivant, c'est Mme Mattei. Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville de Créteil est actionnaire à une hauteur de 70% du capital de Créteil Habitat et comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, il vous est présenté le rapport d'activité. Donc l'activité de Créteil Habitat porte sur la gestion de logements sociaux, mais aussi sur des missions de concessionnaires au service du territoire.
Au 31 décembre 2019, le patrimoine de Créteil Habitat était constitué de 8 551 logements, mais aussi ils avaient aussi en charge la gestion de 3 résidences pour personnes âgées, 100 locaux d'activité, 2 immeubles de bureaux et un hôtel d'entreprise. Entre 2018 et 2019, 42 ventes de logements ont été réalisées et 969 logements ont été attribués à la location. Il nous est indiqué qu'aucune revalorisation de loyer n'a été appliquée. En matière de mission sociale, de nombreuses familles ont été accompagnées dans le cadre du Fonds de solidarité pour l'habitat entre 2018 et 2019, environ 135 locataires. On a de nombreux dossiers qui ont été examinés par la commission des dettes locatives du CCAS. Des locataires ont bénéficié d'une aide à la gestion du budget et 55 familles ont été suivies dans le cadre d'une procédure de surendettement. Plusieurs situations de famille ont été examinées par la commission interbailleur en vue de la prévention des expulsions. Pour ce qui est des opérations d'aménagement, Créteil Habitat intervient pour le compte du territoire à travers des conventions publiques d'aménagement portant sur les périmètres suivants, à savoir la ZAC des Coteaux des Sarrasins, la ZAC Europa Park, ZAC multisite du Centre Ancien, ZAC de la Pointe du Lac, la requalification du quartier de l'Échat et le NPNRU du Montmélie. En outre, ces missions, Créteil Habitat assure également d'autres missions comme la gestion en qualité de syndic de 25 copropriétés de logements, de 11 associations foncières urbaines libres et de 9 copropriétés de locaux d'activité. La présidence, mais aussi la présidence et la gestion de l'association syndicale du Montmélie, composée de 505 000 logements, dont 2700 appartenant à Créteil Habitat, la gestion de locaux commerciaux en rez-de-chaussée ou d'activités dans les secteurs d'aménagement. Les états financiers des exercices 2018 et 2019 ont été approuvés sans réserve par l'Assemblée générale de Créteil Habitat en juin 2019 et en septembre 2020. Pour ce qui est du bilan comptable, il est divisé en 2 parties, l'actif et le passif, et on nous informe que l'actif immobilisé a subi une augmentation en 2019, ce qui correspond à des travaux sur l'immeuble des Ménitrous et sur les réhabilitations thermiques au niveau du Montmélie. Il nous est aussi indiqué qu'il n'y a pas eu de revalorisation de nouveaux loyers sur cette période. Voilà. Merci Madame Mattei. Est-ce qu'il y a des questions? Des demandes d'intervention, Monsieur Hebrech? Oui, Monsieur le maire, une question déjà sur un petit paragraphe qui est apparu, que je n'avais pas fait attention jusque-là, qui est de dire que par contre, suite à l'accord de rendre le contingent préfectoral depuis août 2019 pour la première fois depuis de nombreuses années, nous avons une attribution de ce contingent qui va prendre une part de plus en plus importante. C'est-à-dire en quelle mesure, quel type de population, comment ça va se passer, dans quel secteur de Créteil? Avez-vous déjà une idée de la répartition de ce contingent que visiblement nous gérions jusqu'ici et que désormais la préfecture a repris en main, d'après ce que je comprends? Doublement. Pardon? Je dis la préfecture a repris doublement les choses, puisque les nouvelles dispositions qui découlent de la dernière loi qui a été adoptée en la matière amènent la commission d'attribution locale de réserver 25% sur son propre contingent pour des DALO ou des publics prioritaires. Ça veut dire que si la ville avait sur son propre contingent 60 logements, il y en a 15 qui doivent être réservés à ces populations, en plus du contingent préfectoral. En général, le contingent préfectoral, c'est 30%, 25 à 30%. Donc ça fait 30% pour les mal logés du département, ou les publics prioritaires,
Et sur le contingent de la ville, qui est à peu près du même ordre, c'est-à-dire de 30%, il y a 25% qui doivent être réservés pour ce public prioritaire. C'est bien ça, Madame Sol? Bon, c'est un dont acte de toute façon. Rapport suivant, Madame Vallier, sur la délégation de service public pour la crèche des abeilles. Monsieur le maire, chers collègues, le délégataire d'un service public doit produire chaque année un rapport. Par conséquent, People et Baby, délégataire du service public pour l'exploitation de la crèche de 60 berceaux les abeilles, a transmis son rapport. Ce rapport fait une présentation de la structure et de l'organigramme de la crèche. Le taux de mouvement des équipes est de 1,1%. Le délégataire People et Baby est constant dans ses actions de prévention des accidents du travail. Un seul accident du travail a été observé au cours de l'année 2019. Des formations sont dispensées tant en interne qu'en externe. Vous retrouverez dans le présent rapport les heures réalisées. Le taux d'occupation de la structure des abeilles est de 86,20%. Le taux de satisfaction est de 96%. Le compte de résultat consolidé annonce un montant de recettes de 1 207 083 €. Il vous est demandé de bien vouloir prendre acte du rapport annuel du délégataire du service public pour l'exploitation de la crèche Les Abeilles. Merci Madame Vallier. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, d'explication? Il n'y en a pas. Donc c'est un don d'acte. Madame Simondec, le rapport suivant. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport retrace, conformément à la loi, l'exécution de la délégation de service public pour la gestion de la halte plaisance de l'île des Ravageurs pendant l'année 2019. Cette DSP a pris effet le 1er janvier 2019 et ceci pour une durée de 5 ans. Alors, cette halte nautique, ce petit port en gestion associative, dispose de 9 postes d'amarrage annuels pour des bateaux résidents uniquement. En période d'été, le Yacht Club met à la disposition des bateaux de passage des emplacements laissés vacants par ses adhérents. En 2019, il n'y a eu aucun changement parmi les adhérents. Quelques travaux ont été réalisés. Je signale simplement que l'installation de nouveaux conteneurs pour trier les déchets a permis de constater la quasi-disparition des dépôts sauvages. Les recettes des loyers des emplacements sont stables, 16 622 €, et les dépenses en légère diminution à 14 437 €. Les tarifs sont exposés dans le rapport, je n'y reviens pas. L'ensemble du rapport a été bien sûr présenté à la commission consultative des services publics locaux. J'en ai fait de même ce soir et il s'agit d'un gros acte. Merci Madame Simondec. Est-ce qu'il y a des demandes d'information? Il n'y en a pas. Le rapport suivant, Monsieur Maïs. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet la délégation du service public pour l'exploitation des marchés d'approvisionnement des détails. Rapport annuel sur l'exécution du service public pour l'année 2019. Conformément aux dispositions de l'article du Code général des collectivités territoriales, le délégataire d'un service public doit produire chaque année un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de cette délégation, ainsi qu'une analyse de la qualité de service. La SOMAREP, délégataire du service public pour l'exploitation des marchés de détail sur Créteil, nous a transmis le rapport financier et technique pour l'année 2019. La SOMAREP gère 2 marchés sur Créteil. Le marché de Créteil Village, qui se tient le jeudi et le dimanche,
Celui-ci accueille 29 commerçants abonnés et une vingtaine de commerçants volants. Le marché du Montmédy, qui se tient le mardi et le vendredi, celui-ci accueille 33 commerçants abonnés et une centaine de commerçants volants. Vous trouverez dans ce présent rapport les détails techniques et financiers ainsi que la liste nominative des commerçants abonnés précisant leur activité et le linéaire occupé. Le compte-rendu financier fait apparaître un chiffre d'affaires brut de 561 637 €, soit une légère hausse par rapport à 2018. La redevance versée par le délégataire à la commune se monte à 468 151 €. Vous avez en détail sur le tableau les recettes encaissées par le délégataire. Le résultat net de l'année 2019 est excédentaire de 28 796 €. Eu égard aux éléments développés, il peut être conclu que les conditions d'exécution telles qu'elles sont prévues au contrat de la délégation ont été observées. En raison de la crise sanitaire et du calendrier électoral, la commission consultative des services publics locaux n'a pas pu se tenir au mois de juin 2020. Le rapport annuel du délégataire a été présenté à ladite commission lors de sa réunion du 16 septembre 2020. Il convient de noter que la délégation de services publics actuelle prend fin en mars 2021 et fait actuellement l'objet d'une nouvelle mise en concurrence. Il vous est demandé de bien vouloir prendre acte du rapport annuel du délégataire du service public pour l'exploitation des marchés d'approvisionnement de détail. C'est un don d'acte. Merci, M. Maïs. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc, vous nous donnez acte de la communication. Le rapport suivant, M. Pessac. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de la modification du tableau des emplois et de création d'emplois. Alors tout d'abord, il y a deux volets. Le premier volet, c'est dans le cadre du plan d'intégration pérenne d'agents du service enfance-loisirs de la direction de la jeunesse. Il convient de créer formellement 12 postes d'adjoints territoriaux d'animation, lesquels adjoints territoriaux d'animation sont déjà présents sous un autre statut. Donc il n'y a pas de création nette de postes puisqu'ils sont déjà en poste. Deuxièmement, la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique territoriale a modifié le dispositif de nomination sur les postes dits fonctionnels de directeur général adjoint. Ceux-ci pouvant désormais être également pourvus par des agents contractuels. Il vous est ainsi proposé la création formelle de 3 postes de directeurs généraux adjoints. Ce rapport a été adopté à la majorité en commission. Le rapport est adopté. Qu'il y ait des avis contraires? Abstention, M. Lewaj? Le rapport suivant, c'est toujours M. Pessac. Ce rapport concerne le recrutement sous contrat d'apprentissage. En effet, la commune s'est engagée depuis plusieurs années dans le recrutement de jeunes en contrat d'apprentissage. Ce dispositif permet ainsi de participer à la formation des 16-30 ans et de favoriser leur insertion professionnelle. Ces personnes bénéficieront d'un contrat de droit privé. À la rentrée de septembre 2020, les jeunes ont bénéficié de ce dispositif à partir de la rentrée scolaire de 2019, finalisent leur formation dans plusieurs domaines, dont secteur parc et jardin, sport, menuiserie et restauration collective. Afin de poursuivre cette action, il a été décidé d'accueillir 5 apprentis supplémentaires pour l'année scolaire 2020-2021 dans les domaines suivants: parc et jardin, école maternelle, atelier de plomberie, direction des systèmes d'information et sport. Il faut savoir que la collectivité participe à 50% des frais de formation, étant précisé que le CNFPT prend en charge les 50 autres pourcents. Une indemnisation est versée aux apprentis selon le tableau qui vous a été fourni. Il n'y a pas de contribution de l'État, contrairement aux entreprises, il faut le souligner, sur ces recrutements sous contrat d'apprentissage. Et le rapport a été adopté à l'unanimité en commission.
Oui, juste pour quelques petites précisions, Monsieur le maire, nous avons adopté en commission cette délibération, mais juste pour avoir quelques petites... parce que le rapport est un peu succinct là-dessus, déjà de savoir... Oui. Ah oui, parce que je regarde en même temps l'écran, donc c'est compliqué, si vous voulez. Déjà, il y a le masque. Ah, m'en parlez pas. Donc, savoir si on pourrait avoir une idée de la répartition déjà par âge, parce qu'effectivement, nous avons un tableau qui nous explique les rémunérations suivant les âges, mais on n'a pas une idée de combien d'apprentis sont répartis de quel âge. Ce serait intéressant de savoir si c'est que des jeunes ou jusque plus tard, ça serait une bonne chose. Et la deuxième chose que nous voulions savoir, c'est ce genre de demande d'apprentissage. Il y a une publication qui est faite par nos services auprès d'un organisme où c'est les écoles qui viennent vers nous pour proposer de prendre des apprentis, comme c'est arrivé dans mon entreprise par exemple, où voilà, c'est des questions, je dirais, de fonctionnement que nous aurions aimé avoir. C'est une très bonne chose de prendre des apprentis. Et la dernière question, c'est de savoir comment ils étaient répartis en fonction, en maternelle, par poste, enfin voilà, juste ces petites précisions-là, si vous pouvez nous les communiquer. Je n'ai pas compris la dernière question. Combien sont par fonction? Il y a 5 nouveaux apprentis. Dans quelles fonctions sont-ils répartis? Maternelle, un dans chaque, enfin voilà, juste des petites précisions comme ça. C'est ça que nous aurions aimé savoir. Alors, pour compléter ce rapport. Sur l'âge, on sera en mesure de vous le dire quand on les aura recrutés. Hein? Pour ceux qui sont déjà en place, déjà, pour avoir une idée, bien sûr, je me doute bien, ceux-là ne sont pas recrutés. Donc, mais pour ceux qui sont en place, pour avoir une idée de la moyenne d'âge, voilà, simplement ça. J'ai bien compris. On pourra vous le donner. Hein. La deuxième question, c'était... Comment sont recrutés, enfin, comment ces apprentis viennent chez nous? Est-ce que c'est par publication de la mairie ou c'est parce que des écoles nous les envoient, nous proposent de les prendre général, comme ça se fait dans les entreprises, par exemple? En général, on s'appuie sur la mission locale ou sur tout autre organisme, qui travaille dans ce secteur. Et ensuite, il y a un problème d'information sur le bulletin municipal et autres. La troisième question, c'est comment on les répartit. Là, c'est un peu en fonction des demandes et des aptitudes, des souhaits et compagnie. Parce que c'est la petite enfance, ça va de la petite enfance au parc des jardins, donc c'est pour avoir une idée un peu de la répartition, de ce qui intéressait plus les jeunes, quoi. Voilà. On n'est pas alarmé. Non, bien sûr, c'est pas question de de ça. Le gars qui est cuisinier, on le met pas... Je me doute bien. On ne met pas les... on essaie de tenir compte des formations. Bien sûr, je me doute. Bon, mais il n'y a plus d'armée, c'est vrai. Ah si, un petit peu. Il n'y a plus de service militaire. Militaire, voilà, obligatoire. Pas d'avis contraire. Le rapport est donc adopté. On revient sur l'attribution d'une subvention. Je n'ai pas le rapporteur. Ça s'est ajouté aujourd'hui. Vous pouvez rapporter. C'est la dénomination, monsieur le maire, de la rue Martin Luther King. Non? Ah. Bon, en principe, j'ai M. Pellissolo, non? Allez, M. Pellissolo. Oui, pardon. Donc malheureusement, en effet, il s'agit d'une proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle de 10 000 € suite aux inondations ayant frappé le sud-est de la France vendredi 2 et samedi 3 octobre dernier. La tempête Alex a durement frappé plusieurs villages situés dans le département des Alpes-Maritimes, dans l'arrière-pays niçois et notamment dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. Plusieurs centaines de secouristes et de pompiers sont encore à pied d'œuvre pour porter secours aux centaines de victimes de ces inondations sans précédent dans la région. Pas moins de 210 personnes ont été évacuées par les airs avec le soutien de l'armée jusqu'à l'aéroport de Nice. Au regard du bilan humain, encore incertain mais qui s'annonce dramatique, et matériel particulièrement lourd de cette tempête, il vous est proposé par la présente de bien vouloir soutenir les populations sinistrées par ces inondations en approuvant le principe de l'attribution d'une subvention exceptionnelle
de 10 000 € en direction d'une association à vocation humanitaire intervenant sur le terrain et dont l'identité sera déterminée ultérieurement en fonction des besoins. Il vous est également demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette action. L'urgence à aider les sinistrés. On n'aura pas de nouveaux conseils avant décembre, donc ça nous permet, en passant aujourd'hui cette délibération, de pouvoir répondre plus rapidement aux besoins qui ne vont pas manquer de se manifester. Pas d'avis contraire? Le rapport suivant, Madame Sol. Ah non, non, pardon. Il y a Monsieur Ducamp d'abord. Oui, Monsieur le maire, la construction du futur centre socioculturel Martin Luther King, situé dans la ZAC de la Pointe du Lac, à l'angle de la rue du Vauchel et de la rue de la Saussée-du-Banc, étant bien avancée, il convient de dénommer la voie intérieure qui desservira cet équipement, ainsi que les parkings publics et privés de surface. Compte tenu de l'usage de cette future voie, il vous est proposé d'approuver sa dénomination en rue Martin Luther King, adoptée à l'unanimité en commission urbanisme. Bon, il faut savoir que cette dénomination, nous l'avons faite en liaison avec l'association. Pas d'avis contraire? Madame Sol, donc. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, ça se passe dans le quartier Butalage, régularisation d'un alignement, approbation d'une cession d'un terrain situé 35 rue de Beaune. La commune a délivré un permis de construire à Madame Malleron et Monsieur Lafarguette en septembre 2019. Ils nous ont fait part de leur souhait d'acquérir une parcelle de 1,38 m² à la pointe de leur propriété, ce qui leur permettra d'aligner leur future clôture sur la rue. Il est proposé de le leur céder à l'euro symbolique. Il vous est demandé de bien vouloir constater la désaffectation du terrain de 1,38 m², approuver la cession par la commune à Madame Malleron et Monsieur Lafarguette, dire que cette cession se fera à l'euro symbolique, autoriser Monsieur le maire à signer l'acte ou tout autre document afférent et dire que cette recette sera inscrite au budget communal. Unanimité en commission. Merci, Madame Sol. Vous avez pu constater, Monsieur Ebrèche, combien on était généreux. Monsieur Dufeu, le rapport suivant. Oui, monsieur le maire, chers collègues, ce rapport concerne le règlement local de publicité intercommunale. Le règlement local de publicité de la ville de Créteil a été défini par des arrêtés municipaux de 1985 et 1995. Depuis le 1er octobre 2016, c'est le territoire GP Grand Paris Sud-Est Avenir qui est compétent en termes de règlement de publicité. Pour assurer un traitement cohérent de la publicité au niveau territorial et afin de mieux encadrer le développement des dispositifs publicitaires, GPSEA a entrepris le 26 septembre 2018 l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale dans une démarche participative avec ateliers réunissant les représentants des villes, du territoire et en présentant les premières étapes en conférence intercommunale des maires le 15 mai 2019. Une première étape a permis de réaliser un diagnostic de l'existant, puis de définir les grandes orientations de ce règlement dans les différents secteurs que sont les centres historiques, les zones résidentielles, les zones d'activité et les axes structurants. Dans le document annexé, les orientations et les attentes sont développées pour chaque secteur. Il est proposé au Conseil de prendre acte de la présentation du diagnostic et d'émettre un avis favorable sur les orientations générales du règlement local de publicité intercommunale. Unanimité de la deuxième commission. Merci.
Est-ce qu'il y a des demandes d'explication? Monsieur Ebrech. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc cette délibération dont nous prenons acte ce soir va rentrer en application au niveau intercommunal, d'après ce que je comprends, donc au niveau du territoire. Donc ce sera sur notre ville, à nous également. À partir de quand? Déjà, c'est la première question. Et quand je vois exclure certaines enseignes sur toiture, scellées sur le sol, sur bâche, sur clôture, il n'y a pas assez beaucoup d'endroits pour fixer des publicités. Il faut reconnaître qui est, ça paraît un peu exclusif sur le principe. Alors je sais bien qu'il y a sûrement des dérogations, des choses comme ça, mais quand c'est présenté ainsi, effectivement on ne peut que l'accepter. Mais enfin, c'est bien compliqué à mon avis à mettre en place quand on voit déjà tout ce qui est en place en publicité, enseigne sur le territoire de toutes les communes d'ailleurs et l'environnement, pas que sur Créteil. Hein. Donc savoir à partir de quand on va pouvoir mettre ça en application et comment le faire appliquer, ça va être bien compliqué à mon avis. Il est en discussion au niveau du territoire. Donc il ne sera appliqué que, à mon avis, dans les prochains mois. Et l'objectif, c'est quand même de diminuer tout ce qui peut être considéré comme de la pollution visuelle. Et on essaie en même temps d'avoir une politique qui soit harmonisée sur l'ensemble des communes du territoire, tout en prenant en compte des spécificités qui peuvent exister, notamment par rapport à certains centres d'activité, je pense à Créteil-Soleil ou d'autres centres d'activité sur d'autres communes. Ensuite, il y a aussi la qualité du mobilier urbain et des supports qui doivent être pris en compte. Oui, là, on est à la phase de diagnostic. Hein. Le plus difficile, ce sera pour arrêter les différentes actions, surtout au niveau de 16 communes. Effectivement, comme on a fait le diagnostic, mais maintenant, à partir de quand on va commencer à discuter de l'application de tout cela? Parce que c'est très lourd à mettre en place, ce n'est pas une petite délibération. Donc, il n'y a pas d'avis contraire. C'est l'unanimité. Madame Sol, le rapport suivant. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de projets de 2 sessions de logements sociaux. La commune est sollicitée par le préfet du Val-de-Marne pour chaque projet de cession porté par un bailleur social de son parc locatif. La commune a donc été saisie sur 2 projets de cession portés par 2 bailleurs sociaux de l'ensemble des logements aux locataires occupants. Et pour les logements vacants à tout locataire HLM, ce dispositif concerne le groupe CDC Habitat. Il s'agit donc de 55 logements conventionnés pour CDC Habitat, situés 3 places Mendès France, et 71 logements sociaux appartenant au groupe Séquence, situés 2 à 6 rue du Canal, 5 mailles de Sourcier et 6 rue des Batillages. La commune est bien sûr favorable à l'accession sociale à la propriété des locataires, porte aussi la volonté d'un équilibre social dans tous les quartiers de Créteil par la diversification de l'offre. Afin d'éviter l'apparition de copropriétés dégradées, constituant un des problèmes majeurs du logement en Île-de-France, la commune demande à l'ensemble des bailleurs sociaux de ne pas vendre plus de 50% du nombre de millièmes de copropriétés. Or, les présents projets portent la cession de la totalité des logements de ces immeubles. Il vous est donc proposé d'émettre un avis défavorable sur ces 2 demandes. Il appartiendra ensuite à la DRIL 94 de prendre sa décision pour ces 2 projets de cession. Avis favorable à la majorité en commission. Merci, Madame Sol. Monsieur Ebrech, vous souhaitez intervenir? C'est bien, monsieur le maire, vous le savez déjà à l'avance, c'est bien. Mais
Je le vois à votre visage. Oh, bah alors là, vous êtes vraiment très Il y a une perspicace. expression derrière Ah. le masque qui ne peut pas me tromper. Ah, la perspicacité, votre perspicacité me surprendra toujours. Oui, effectivement, je pense que vous avez eu de très bons échos lors de la commission. Le problème, monsieur le maire, c'est effectivement, je connais bien le dogme de Créteil de dire qu'on ne cède pas plus de 50%, d'ailleurs moins de 50%, aux acquérants possibles d'appartements ou de logements. Je ne suis pas certain aux chiffres que l'on a vus des ventes qui sont réalisées sur notre patrimoine de Créteil Habitat, 40 et quelques, 45 logements vendus en un an. Je ne suis pas certain que ce dogme soit vraiment porteur pour les gens qui ont envie d'acquérir. Par ailleurs, je m'interroge effectivement sur le fait de se dire que simplement, en gardant 50% des logements aux bailleurs sociaux, des millièmes. des millièmes, enfin, C'est oui, pas pareil, monsieur. oui, 50% de millièmes, d'accord. Enfin, ça fait quand même la majorité généralement des logements qui sont dans un immeuble. Est-ce que ce principe ne freine pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'accession à des locataires qui souhaiteraient acquérir un logement? Et pourquoi, dès le départ, et je pense que vous avez pris acte de discuter avec ces deux bailleurs, savoir exactement quelles sont les raisons, même si on se doute que c'est pour reconstruire ailleurs et faire autre chose, qu'il y avait un vrai problème à dire dès le départ, c'est un avis défavorable à cette possibilité de cession par des gens qui, je pense quand même sérieusement, monsieur le maire, ayant acquis leur logement et en ayant fait une copropriété complète de colocataires, seraient plus dégradés si c'est entièrement vendu à des copropriétaires qu'en gardant 50% et enfin moitié-moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas certain que la démarche que nous ayons entérinée depuis des années sur Créteil soit si bonne que cela là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons de totales réserves sur cette délibération et que, de toute façon, nous sommes bien d'accord, nous avons bien pris acte de ce que dit la délibération. La dernière parole reviendra d'abord à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement. Je ne sais pas quel avis elle donnera, peut-être le savez-vous, vous, mais moi, pour l'instant, j'ai un avis assez défavorable. Enfin, c'est paradoxal, parce que vous dites que c'est un avis dès le départ, un avis défavorable, et vous demandez donc qu'on suive là-dessus. Donc nous serons contre sur le principe de cette délibération. Monsieur Hebrech, oui, monsieur le maire. Ce que vous appelez le dogme, c'est la politique sociale de l'habitat, c'est-à-dire avoir sur la commune suffisamment de logements sociaux pour répondre à des besoins. La situation fait que chaque jour, on peut constater que malgré ce qu'on a pu construire, les délais pour obtenir des logements sociaux, surtout certains types de logements, sont trop longs. Et on est favorable à la vente aux locataires de logements locatifs sociaux. Et on respecte cette règle au niveau de Créteil Habitat. Il ne faut pas confondre la majorité de millièmes et la majorité de logements. Ça dépend, si vous vendez 5 F5, ce n'est pas le même nombre de millièmes que si vous vendez 4 F2. Pourquoi cette position? Tout simplement parce que les organismes en question vendent bien sûr aux locataires habitants, mais ils vendent aussi à des locataires qui sont sur d'autres villes dans le patrimoine des différents organismes. Quand on a négocié la cession de charges foncières pour construire ces logements, le contrat était clair, c'était des logements qui devaient être des locatifs sociaux. Donc, à travers ce dispositif qui date au moins maintenant d'au moins d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, monsieur Hebrech, hein, c'est pas nouveau, ça nous permet de vendre à des locataires occupants s'ils le souhaitent, tout en gardant un certain nombre de logements qui restent propriété du bailleur, car bien souvent, quand il y a des travaux importants à faire, il faut dégager des majorités au niveau du syndicat, enfin du conseil syndical, et vous savez très bien que
dans le parc locatif social, ce n'est pas toujours facile. Donc, on arrive à avoir des copropriétés dégradées et il suffit de regarder autour de vous, vous verrez le nombre de copropriétés dégradées. Alors, je ne dis pas que ce soit un remède absolu pour éviter les copropriétés dégradées, mais cette politique qui a été mise en place a fait ses preuves. Nous, on a pris nos responsabilités. Si la DRIL annule notre délibération, le problème est réglé. Mais on aura fait notre boulot. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, ceux qui sont favorables, le manifestent en levant la main. Oui, rapport. Les avis contraires, le groupe Les Républicains. Les abstentions, il n'y en a pas. Donc le rapport est adopté. Rapport suivant, M. Vanin. Monsieur le maire, chers collègues, la commune a été sollicitée par Batigère, qui a remplacé SNI le 2 janvier 2018, et Créteil Habitat Sémic pour poursuivre l'entretien de leur espace vert. Pour Batigère, la résidence du Palais, rue Palissy, Poincaré-Péguy, et Créteil Habitat Sémic, la résidence au 12 rue Le Brie. Afin d'assurer une cohérence avec l'entretien des espaces verts publics, des techniques respectueuses de leur environnement, dans le cadre d'une gestion de développement durable, il est proposé de conclure une convention avec chacun des gestionnaires actuels des sites précédemment évoqués. Les superficies concernées sont mentionnées sur ce rapport, ainsi que les montants s'y rapportant. Le coût annuel d'entretien est revalorisé chaque année selon les termes de l'article 9 des conventions établies. La convention d'entretien est conclue pour une durée de 3 ans non renouvelable. Elle pourrait être dénoncée par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant l'expiration de chaque année calendaire. Il vous est proposé d'approuver les conventions d'entretien des espaces verts à conclure avec Batigère et Créteil Habitat Sémic et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les dites conventions ainsi que tous les documents s'y rapportant. Avis favorable de la commission urbanisme. Merci, M. Vanin. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? M. Brèche. Maire, vous savez très bien que sur ce genre de délibération, ça n'a rien à voir avec nos services des parcs et jardins qui font un travail que je reconnais sûrement excellent, mais je suis toujours partisan, autant je comprends quand je vois la résidence du 12 rue de Brie, Créteil Habitat Sémic, que nous fassions travailler nos services, ma foi, je peux comprendre, mais quand on est sur d'autres bailleurs ou d'autres copropriétés, je suis toujours surpris qu'on ne laisse pas, enfin, je sais bien ce que vous allez me répondre, c'est eux qui viennent vers vous pour vous demander que les parcs et jardins s'occupent de leurs espaces verts. Moi, je suis toujours d'avis de me poser la question de savoir si on ne pourrait pas, justement, nous, ville de Créteil, encourager de jeunes entreprises, du fait qu'on a déjà cette capacité de convention d'espaces verts, de les passer à des jeunes entreprises qui voudraient se lancer, travailler, de développer, et ainsi de, je dirais, créer de l'emploi à l'intérieur de Créteil, dans les entreprises que nous aurions soutenues dans leur démarrage, par ce genre de contrats qui sont déjà, je dirais, faits pour des espaces verts, leur permettant après de se développer, à eux, bien entendu, charge de se développer en trouvant d'autres marchés. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais c'était, je pense, une facilité pour créer, je pense, de nouveaux emplois sur Créteil, ou de nouvelles entreprises. Je ne comprends pas très bien ce que vous proposez. Je vais vous réexpliquer autrement. Non, j'ai compris. Ah bah, vous voyez. Oui, j'ai compris que vous êtes un libéral et que vous souhaiteriez que dans le cadre de ce libéralisme, la municipalité confie des marchés à ce que vous appelez des jeunes entreprises pour des marchés dont on n'est pas commanditaire, puisque les organismes en question, ce sont des organismes privés. Donc, ils peuvent très bien s'adresser au secteur privé, au secteur marchand,
sans aucun problème. Pourquoi il s'adresse à nous? C'est un hommage à nos services pour leur qualité. Ils préfèrent que ce soit les services de la ville qui entretiennent leur espace vert et qu'il y ait une certaine cohérence et homogénéité entre l'entretien et la décoration des espaces verts. Quand on est sur un service, enfin, quand on est sur un espace qui est à côté d'un espace privé, ça ne pose pas de problème de traiter l'ensemble. C'est la raison pour laquelle il s'adresse à nous. Et dans le secteur marchand, vous ne trouvez pas toujours des entreprises pour les espaces verts. C'est pas si évident que ça dépend le type d'intervention que vous avez. Si c'est des grosses opérations, certainement. Si c'est des plus petites opérations, c'est pas évident. Permettre, si sauf me tromper, vous allez peut-être me contredire, mais si on voit les grandes opérations d'élagage des arbres le long des avenues, nous sous-traitons bien à des entreprises privées. Mais là, ça ne concerne non, ça ne concerne pas la même chose, mais je veux dire, dans le même esprit, ça ne concerne pas les chose. Opérations d'élagage et compagnie, bien ça sûr. concerne l'entretien de pelouse, de Oui, bien sûr, non, je suis d'accord, mais ne dites pas qu'on ne peut pas passer, voilà, qu'on peut avoir des très bons services et malgré tout travailler avec quelqu'un d'autre. Le problème n'est pas là. C'est un hommage à nos services. Service public est des fois vilipendé et là de qualité. On est bien d'accord. Une fois qu'on lui reconnaît sa qualité. Je vous l'ai dit au début de mon propos, monsieur le maire. Je n'ai pas dit que je mettais ça en cause. Je dis simplement qu'on pourrait ouvrir autrement. Alors c'est peut-être mon esprit libéral, mais c'est ainsi. Donc dans le cas présent, nous nous abstiendrons de cette délibération. Bien, ben, je mets le rapport au voie. Si j'ai bien compris, vous êtes contre, monsieur Brech? Abstention. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Dont le rapport est adopté. Le rapport suivant, c'est M. Ducamp. Oui, monsieur le maire, nous avons à nous prononcer sur la demande d'autorisation d'exploiter une installation de gros électroménagers produisant du froid déposée par la société Revival sur le site du port autonome de Bonneuil. Installé sur plus de 23 000 m², le projet prévoit un réaménagement sur place de l'activité de regroupement, de tri et de valorisation des déchets métalliques qui représente l'activité principale actuelle du site, ainsi que l'implantation d'une activité de traitement de gros électroménagers produisant du froid, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc. L'accueil de cette nouvelle activité nécessitera la construction d'un nouveau bâtiment, la création de quais de déchargement et d'une nouvelle station de traitement des eaux. La compatibilité de ce projet avec le plan local d'urbanisme de la ville de Bonneuil, le plan de prévention des risques d'inondation, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le plan de protection de l'atmosphère et des différents plans de gestion des déchets a été vérifié. Selon l'étude d'impact, le projet aura un impact limité du fait de son ampleur, de son implantation dans un site existant et de sa localisation en zone industrialo-portuaire. En phase de fonctionnement, il apparaît que les impacts du projet sont décrits et des mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces derniers sont proposées. C'est notamment le cas en matière de préservation des eaux. Enfin, la majeure partie des phases de traitement se fera à l'intérieur du bâtiment, ce qui limitera les nuisances sonores. L'évacuation des résidus ferreux se fera par péniche. En conséquence, il vous est demandé d'émettre un avis favorable à cette demande. Avis favorable à l'unanimité en commission urbanisme. Merci, M. Ducamp. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Même vote qu'en commission. Le rapport est adopté. Monsieur Urgent. Monsieur le maire, mes chers collègues, le rapport que je vous présente a pour objet la requalification du stade de la Habette. Vous savez que c'est un équipement qui est très fréquenté, en journée par les scolaires, en soirée par des groupes d'entraînement associatifs et le samedi après-midi pour des rencontres des écoles de football. Ce projet de requalification a deux volets. Un premier volet qui est en termes d'urbanisme. Il s'agit tout simplement de lancer un projet de rénovation en deux phases.
D'abord, la construction d'un bâtiment avec vestiaire, clubhouse, douche, local technique, dès cet automne, puis en 2021, le changement du revêtement en gazon synthétique du terrain et la refonte des éclairages. Mais à côté de ce volet en termes d'urbanisme, il y a également un volet en termes de vivre ensemble. En effet, les demandes de pratique de ce terrain se diversifient et se multiplient, et le projet de réhabilitation a pour ambition de concilier la pratique scolaire, les projets associatifs et socio-éducatifs, ainsi que surtout la pratique en accès libre qui s'est considérablement développée sur cet équipement ces dernières années. C'est un projet ambitieux, donc c'est un projet cher, près d'1 million d'euros, et c'est pour cela que le rapport a pour objet principal de permettre que la commune puisse solliciter de la part de différents bailleurs de fonds le plus possible de subventions. Sont particulièrement visés le Fonds d'investissement métropolitain, le département du Val-de-Marne, la Fédération française de football et bien sûr l'Agence nationale des sports. Aussi, mes chers collègues, afin de finaliser le dossier de demande de subvention, vous est-il proposé de valider le programme de travaux, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter les subventions les plus larges, notamment auprès des bailleurs de fonds que j'ai cités, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la construction de ce nouveau bâtiment. Vous serez d'autant plus incité à adopter ce rapport qu'il a obtenu l'avis favorable unanime de la commission urbanisme saisie pour attribution et de la commission des finances saisie pour avis. Merci, monsieur Urgent. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Brèche. Simplement, on a voté pour, comme l'a dit M. Urgent, en commission, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis bien conscient de la nécessité de refaire un vestiaire. Moi, ce qui m'interpelle un tout petit peu, c'est la conception du local par lui-même dans ses dimensions. Je ne vais pas vous cacher. Deux vestiaires qui semblent un peu côte-côte. On ne sait pas très bien si c'est des vestiaires, c'est vestiaire 1, vestiaire 2, donc je suppose que c'est gendré, puisque maintenant on fait ces trucs. On est dans le même principe de vestiaire communicant. Et les sanitaires, pour deux équipes de 11 personnes qui risquent de rentrer, je me demande si les proportions sont bien respectées pour accueillir un tel public dans un espace aussi court, aussi réduit, d'après ce que l'on voit sur le plan, hein, je parle sur le plan. Et des dimensions qui sont données, à savoir 20 mètres carrés pour les douches et 9 mètres carrés pour les douches, 20 mètres carrés de vestiaire, côte à côte comme ça, les sanitaires à l'autre bout. La représentation de vous à moi, monsieur le maire, paraît un peu restreinte pour accueillir des équipes de 22 personnes après un match. Voilà. Simplement, dans cet esprit-là, je vous pose la question, c'est dans les proportionnalités du projet. Sinon, le reste me va très bien. La difficulté, c'est qu'il y a des contraintes sur cet espace et qu'on ne pouvait pas réaliser une construction plus importante. Je pense qu'à terme, d'après ce qu'il dit dans ce rapport... Mais ce programme a été vu avec les utilisateurs et notamment l'association du football du Montmélic. D'accord. Non, parce que comme on demande des subventions à pas mal d'organismes, j'espère que ça sera pour ouvrir cet espace à d'autres équipes, pour faire des rencontres avec d'autres personnes. Donc je voulais savoir si ça correspondait aux normes nécessaires, voilà, d'accueil. Mais vous me dites que maintenant on est un peu limité dans l'espace. C'est pas un équipement qui est dédié à la compétition. Non, pas la grande compétition, mais je suppose qu'on va régionale ou non, bien sûr que non, monsieur le maire. Nationale. Mais simplement entre équipes à l'intérieur à Créteil, ça peut être voilà, simplement dans cet esprit-là. Les proportions me paraissaient un peu justes. Voilà, c'est tout. C'est la question que je vais vous poser. Sinon, sur le reste du projet, il n'y a pas de problème. Je sais très bien qu'il fonctionne très bien cet endroit-là et qu'il est très attendu. Donc le rapport est adopté. Madame Després, le rapport suivant. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet la désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'école des établissements scolaires publics du premier degré. En effet, le Code de l'éducation prévoit que dans chaque école est institué un conseil d'école dont la composition est indiquée dans le rapport. Ce conseil est constitué pour une année, se réunit au moins une fois par trimestre et il peut être légalement réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres. Les fonctions de ce conseil d'école sont de voter le règlement intérieur de l'école, d'établir le projet d'organisation de la semaine scolaire
et le Conseil donne son avis et présente toute suggestion sur le fonctionnement de l'école et sous toutes les questions qui intéressent la vie de l'école. Considérant que les représentants du conseil municipal au conseil d'école sont élus pour une année et renouvelables à chaque rentrée scolaire, il vous est demandé de les désigner pour l'année 2020-21 et proposer de reconduire les élus que vous avez désignés pour l'année scolaire précédente lors du conseil municipal du 13 juillet dernier. Rapport adopté à la majorité en commission. Monsieur Hebrecht ne prend pas part au vote, donc le rapport est adopté tel qu'il vous est présenté. Rapport suivant, Madame Vorchin. Monsieur le maire, Madame, Monsieur, ce rapport a pour objet la convention entre la commune et le Centre chorégraphique national de Créteil du Val-de-Marne pour l'organisation d'Antirouille 2020, l'été à volonté. Dans le cadre d'Antirouille 2020, l'été à volonté, les établissements culturels, les associations socioculturelles, Maisons des Arts, Centre chorégraphique national, le réseau des médiathèques, les MJC et les centres sociaux se sont associés avec le soutien de la commune afin de mettre en place un programme estival destiné à la population de Créteil qui s'est déroulé du 15 juillet au 26 août 2020. L'Antirouille 2020, l'été à volonté, s'est articulé de la façon suivante. Les places d'été, 13 dates où 2 fois par semaine, un village éphémère proposait des ateliers, des initiations et des spectacles en tout genre. Des séances de cinéma en plein air le soir dans le parc de la Brèche avec une programmation pour tous les âges et une manifestation Danser au parc, un après-midi familial composé de plusieurs spectacles de danse proposés par l'AMAC et le CCN et la direction de la culture au parc du Pérou le samedi 25 juillet. Le bilan provisoire de cette nouvelle opération organisée en un temps record est déjà très positif. Plus de 8000 personnes ont participé aux animations, aux spectacles et aux concerts. Les partenaires et la population ont exprimé sur site leur satisfaction quant à l'organisation de ces temps estivaux, festifs et conviviaux. Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne a proposé plusieurs opérations, des masterclass danse organisées dans le cadre de places d'été et Danser au parc organisées avec la MAC. En ce sens, il a été rédigé une convention qui a pour objet de déterminer les modalités de soutien de l'Agile pour la mise en œuvre du projet et de fixer le montant de la subvention attribuée à cette association à la hauteur de 17 399,45 €. Dans le contexte d'urgence sanitaire exceptionnelle qui a imposé la mise en œuvre de cette opération dans un délai très court, ce qui n'a pas permis d'exposer cette initiative et la convention qui s'y rattache préalablement à sa réalisation. Par conséquent, il vous est proposé d'approuver la convention avec le CCN et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Merci. Le rapport a été adopté à l'unanimité. Merci Madame Vorchin. Même vote en séance. Le rapport est adopté. Monsieur Place, le rapport suivant. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le rapport a pour objet le recensement de la population en 2021. Depuis la loi du 27 février 2002, la collecte pour les villes de plus de 10 000 habitants en partenariat avec l'INSEE ne concernera que 8% de la population et se déroulera du 21 janvier au 27 février 2021. Comme tous les 5 ans, il faudra procéder au recensement des personnes résidant dans des habitations mobiles et des personnes sans abri. En conséquence, monsieur le maire doit désigner par arrêté un coordonnateur communal, ses adjoints et recruter une équipe communale d'agents recenseurs dont vous trouverez les rémunérations soumises au vote dans ce rapport. Il vous est donc proposé de charger monsieur le maire de la préparation et de la réalisation de l'enquête de recensement, de délibérer sur les taux de rémunération des activités des agents recenseurs tels qu'ils vous sont soumis. Ce rapport a obtenu la majorité en commission. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas de vote contraire. Le rapport est adopté. Monsieur Le Guillou, le rapport suivant. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit... Vous m'entendez? Il s'agit de modifier
la délibération qui a été présentée au 13 juillet dernier concernant la désignation des 5 représentants qui ne changent pas, mais il ne s'agit pas de les désigner au conseil d'administration de la SEM Handball, mais bien au conseil de surveillance. Pas d'opposition. Il s'agit d'une régularisation. Le rapport suivant. Madame Garrigou-Gaucheran. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de Créteil Habitat Sémic, en remplacement de Madame Patrice Després. Lors de la séance du conseil municipal du 13 juillet 2020, on a procédé à la désignation de 13 représentants au sein de la Société anonyme d'économie mixte Créteil Habitat Sémic. Il convient de désigner un nouveau représentant pour siéger au sein de cette instance à la place de Madame Patrice Després. Il vous est donc proposé d'approuver la désignation de Monsieur Albert Elrard, maire adjoint à l'urbanisme, pour siéger au conseil d'administration de Créteil Habitat Sémic. Décision favorable à la majorité en commission. Merci Madame Gaucheran. Pas d'avis contraire. Le rapport est adopté. Et je remercie Madame Després d'avoir accepté de céder sa place, puisque il paraissait tout à fait normal que le maire adjoint à l'urbanisme soit au conseil d'administration de Créteil Habitat Sémic. Rapporteur Laurent Catalor. Modification des commissions permanentes. Alors, il y a eu un certain nombre de changements. Pour la première commission, M. Pessac, Simon Deck, Frédéric Hachmy, Monsef Maïs, Pascal Torsman, Maurice Brault, Marie-Christine Salvia, Éric Toledano, Séverine Perrault, Michel Sasportas, Martin Mulumba, Antoine Pellissolo, Oumou Dias, Luc Mbumba, Marie Mattei, Thierry Ebrèche, Emmanuel Ding, Bruno Kérizit. La deuxième commission, Axel Urgin, Josette Sol, Alain Ducamp, Albert Elrard, Sylviane Rupert, Sylvie Méligne, Dominique Hénon, Samira Adnan, Jean-François Dufeu, Marie-Louise Camara, Michel Tessèdre, Bruno Hélin, Muriel Christon, Pauline Anamba Onana, Mehdi Henry, Thierry Ebrèche, Claudette René Garcia, Sonia Rabat. Troisième commission, Éducation, Jeunesse, Culture, Sport, Démocratie locale, Santé et Solidarité, Antoine Pellissolo, Magui Boulard, Jérôme Le Guillou, Magda Vorchin, Olivier Place, Chantal Vallier, Jean-Philippe Bien, Anne Angle, Michel Vanin, Nelly Diallo, Éric Ezor, Patrice Després, Mohamed Tari, Martine Garrigou-Gaucheran, Isabelle Morvan, Vanessa Dupuis, Safia Lo, Abdelawab Betoucha. Pas d'avis contraire, dont les commissions sont ainsi composées. Nous allons terminer avec les rapports. Nous allons maintenant examiner les motions et résolutions. Alors je vous propose que nous commencions par celle relative au rétablissement de la paix dans le Haut-Karabakh. Monsieur Urgin. Mes chers collègues, vous connaissez tous la situation tragique qui prévaut depuis maintenant 8 jours dans la région arménienne du Haut-Karabakh, victime d'une agression militaire d'une rare violence de la part de l'Azerbaïdjan,
avec le soutien actif à la fois logistique et militaire de la Turquie. Depuis 1988 et le terrible tremblement de terre qui a frappé l'Arménie, Créteil entretient un rapport particulier et étroit avec ce pays, en particulier sa seconde ville la plus peuplée. Vous avez rappelé en notre nom à tous, Monsieur le maire, dimanche dernier, ces liens lors de la cérémonie qui a eu lieu à Alfortville aux côtés du président Hollande. Voilà pourquoi, mes chers collègues, au regard de ces liens d'amitié qui unissent la ville de Créteil et le peuple arménien, nous vous proposons par la motion que le Conseil municipal condamne fermement les opérations militaires engagées par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh et demande aux autorités françaises de poursuivre leurs efforts pour obtenir un cessez-le-feu et rétablir durablement la paix par le biais d'une sortie à cette crise qui est grave pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi pour la stabilité et la paix dans la région. Merci, Monsieur Urgin. Alors, sur le même sujet, nous avons la résolution de Monsieur Ebrecht. Monsieur Ebrecht, c'est vous qui la présentez? Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est moi qui la présente, suite à des discussions avec les Arméniens de Créteil qui m'ont sollicité, comme ils vont solliciter également, ainsi que l'ensemble de cette assemblée. Les Arméniens et les Arméniennes de Créteil sont particulièrement touchés par les événements qui se déroulent depuis plusieurs jours consécutifs au Karabakh et en Arménie. Ces deux pays, qui n'en faisaient qu'un, ont été séparés arbitrairement par la volonté de Staline. Aujourd'hui, les Arméniens combattent pour leur survie, leur civilisation et leur foi. Ils veulent conserver ces territoires ancestraux que l'Azerbaïdjan veut leur prendre par la force avec le soutien logistique et militaire de la Turquie. Les Arméniens ne veulent pas la guerre, mais ils doivent résister comme ils ont essayé de le faire lors du génocide de 1915 perpétré par le gouvernement jeune turc, génocide officiellement reconnu et dénoncé par la France. C'est la raison pour laquelle les Arméniens de Créteil condamnent l'agression militaire et politique de l'Azerbaïdjan contre la République d'Arstak au Karabakh, condamnent l'attitude de la Turquie qui ouvertement déclare sa volonté d'anéantir les Arméniens, condamne ces deux États qui engagent des mercenaires djihadistes pour réaliser leur plan d'extermination, condamne les médias qui confondent un peuple combattant pour sa survie avec de simples séparatistes. Les Arméniens de Créteil sont reconnaissants devant le président de la République française pour l'engagement qu'il a pris et faire en sorte que cette guerre cesse le plus vite possible. Ils sont reconnaissants pour l'attachement de la ville de Créteil à l'égard de l'Arménie et les liens tissés depuis le tremblement de terre de décembre 1988. Les Arméniens de Créteil demandent au président de la République française de mettre rapidement en œuvre tous les moyens pour cesser cette guerre meurtrière dans laquelle sont engagés toute la jeunesse et un peuple entier. Demande à la ville de Créteil de condamner cette agression perpétrée conjointement par l'Azerbaïdjan et la Turquie et demande aux élus de toute tendance de soutenir ce vœu pour montrer leur volonté d'une paix durable afin que l'histoire ne se répète plus. Voilà, merci mes chers collègues. Sur le fond, les deux résolutions ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Sur la forme, je pense que ce sont les citoyens de Créteil, arméniens ou non arméniens, qui souhaitent le rétablissement de la paix dans cette région du monde, et pas seulement les Arméniens de Créteil. Dans votre motion, M. Ebrecht, il est fait au moins 3 fois ou 4 fois référence aux Arméniens de Créteil. C'est-à-dire que je respecte les positions des Arméniens de Créteil, je comprends leur sensibilité eu égard aux problèmes que nous évoquons, mais moi je préfère que ce soit l'ensemble des citoyens de cette ville qui s'opposent à cette agression et qui souhaitent que le gouvernement et le président de la République prennent toutes les dispositions pour mettre un terme à ce conflit. C'est la raison pour laquelle je proposerai que nous adoptions la motion présentée par M. Urgin. Mais on peut voter sur les deux. Alors, ceux qui sont d'avis d'adopter la motion présentée par M. Urgin, pour la motion présentée par M. Ebrecht, donc le groupe républicain, dont la motion présentée par M. Ebrecht sera celle du conseil municipal.
Monsieur, qu'est-ce que j'ai dit? Décidément, hein, je ne peux pas vous oublier. Alors, je propose que la motion qui a fait l'objet d'une synthèse nous soit présentée par M. Toledano. M. Toledano. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai donc l'honneur de vous présenter un vœu en soutien aux forces de l'ordre, vœu qui émane de l'ensemble des groupes politiques de notre conseil municipal. De quoi s'agit-il? Ce vœu appelle en effet le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les forces de sécurité soient confortées dans leur mission, qui est celle de protéger les populations, et notamment à renforcer les moyens humains et matériels indispensables à l'exercice de leur mission pour assurer la sûreté publique, première des libertés. C'est dans ce sens que la municipalité de Créteil prend déjà sa part, il convient de souligner, en apportant son soutien matériel et financier à hauteur de 36 148 € pour la réalisation de travaux au commissariat de Créteil qui doivent débuter le 12 octobre prochain et qui permettront d'améliorer significativement les conditions de travail des forces de l'ordre. De la même manière, et ce depuis 5 années consécutives, la ville de Créteil finance à hauteur de 4 730 € annuels l'achat de matériel tels que lampes torches, vélos, équipements de protection, le tout au bénéfice des policiers de Créteil. Ce vœu confirme le soutien des élus de Créteil et leur confiance aux forces de l'ordre. Ce vœu considère enfin que des violences policières illégitimes ou que des actes et propos inacceptables existent et doivent être systématiquement poursuivis et condamnés par la justice. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Wesch? Oui, juste Monsieur le maire, pour saluer le fait que vous avez dit que c'est nous qui avons présenté ce vœu en premier et que donc c'est dans un esprit consensuel, de façon à ce que toute notre Assemblée adopte ce projet, qu'effectivement nous le soutenons avec les modifications que vous avez apportées à ce vœu que nous avions présenté en premier et que nous soutiendrons donc entièrement, du moment qu'il a l'accueil de toute l'Assemblée. L'accord de toute l'Assemblée, pardon. Donc je crois qu'à l'occasion de ce vœu que vous aviez initié, il était important de rappeler les efforts financiers faits par la municipalité, car on n'est pas dans notre domaine de compétences, pour faciliter les missions des forces de l'ordre dans notre ville. Et leurs conditions de travail aussi. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Donc le vœu est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Il n'y a pas de questions diverses. Il y a une question diverse? Oui, je vous en prie, monsieur. Monsieur le maire, chers collègues, donc je me permets de vous poser en fait 3 questions pratiques et basiques au bout de 3 mois de mandat. C'est d'abord la première question, c'est pour savoir, est-ce qu'il y a un outil qui permet aux Cressoliens d'échanger et de dialoguer en direct avec l'équipe municipale, sachant qu'à part des photos et des noms, aucune coordonnée des élus ne figure sur le site web de la ville de Créteil. Il n'existe pas non plus de page officielle de la ville de Créteil sur Facebook, à ma connaissance. Donc je pense que nous devons favoriser les liens directs et élus citoyennes, surtout dans ce difficile contexte actuel, et donner les moyens aux Cressoliens d'écrire un message directement aux élus et aux élus de leur répondre personnellement. Et ma deuxième question, c'est pour savoir est-ce que les élus de l'opposition pourraient avoir un compte de messagerie individuelle de la collectivité au format prénom.nom@ville-créteil.fr, comme on le fait dans toutes les autres villes. Lorsque nous présentons notre cas de visite à l'intéressé avec une adresse courriel personnelle, cela me semble moins crédible. Et ma dernière question, c'est pour savoir par quel biais les Cressoliens pourraient être mis en relation avec les gardes urbains afin de leur signaler en temps réel les incivilités du quotidien, que ce soit le stationnement anarchique ou gênant, la nuisance sonore, le dépôt sauvage,
Donc, y a-t-il un numéro d'appel spécial ou une application pour smartphone? Je vous remercie. Je vais commencer par la troisième question. Une application a été testée auprès des conseils de quartier et des services de la ville. Elle va être étendue à tous les citoyens de Créteil dans les domaines que vous avez indiqués, à l'exception du stationnement anarchique, mais en prenant en compte notamment les épaves. Le stationnement anarchique risquait fort de paralyser le système mis en place. Propreté, dépôts sauvages, dégradation du cadre de vie, désordre sur la voirie, tout ça figurera sur l'application. À partir de janvier, je pense. Décembre, janvier. Il y aura même la présence des arbres de Noël. Si vous n'êtes pas contre le bois mort. La deuxième question, c'est sur la messagerie. Les élus ont... Ouais. C'est une mesure de portée générale. Pas plus pour l'opposition que pour... Je ne connais pas le cas dans la majorité, mais je vois que dans les autres villes, il va y avoir l'opposition il va y avoir une distribution de tablettes pour l'ensemble des élus, afin que nous puissions numériser tous les rapports du conseil municipal. Étant entendu que l'abonnement sera limité à la vie municipale. Pour ce qui concerne d'autres activités, bon, c'est du ressort personnel. Et le premier point, c'était l'échange en direct avec les élus. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas la possibilité. Entre élus entre Cristoliens et les élus. Parce qu'aujourd'hui, à part, bon, si on ajoute des comptes Facebook, mais c'est pas top. Nous, on a sur le site de la ville donné la liste de tous les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. On a donné leur famille politique. Ça a été repris dans le journal Vivre Ensemble, à travers le trombinoscope, je crois. On peut guère faire mieux. Après, c'est du travail de chacun pour se faire reconnaître. On peut faire, par exemple, un formulaire de contact avec une liste déroulante de tous les noms des élus. Après, on pourrait écrire un message en direct. C'est plus simple. Il n'y a aucun problème pour accéder... Pas forcément de divulguer tous les adresses mail, mais au moins on a la possibilité d'envoyer via un faux formulaire. Et moi, je ne vois pas trop ce que peut faire de plus le maire, si ce n'est donner, un, la liste des élus, deux, leur famille politique, trois, leurs fonctions, qu'on pourra compléter éventuellement avec ce que nous avons vu tout à l'heure sur les commissions. Et après, c'est du boulot de chacun. Hein. Je ne suis pas là pour faire la pub, moi, des groupes politiques, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Des sociétés civiles. Il y a des sociétés civiles, ils n'ont pas de... il y a des élus qui sont issus de sociétés civiles. Ah ben, société civile, par définition, c'est la société civile. Il leur appartient de s'organiser comme ils l'entendent. Vous n'allez pas me demander d'organiser, moi, la vie des groupes politiques.
Je veux bien le faire pour la majorité, pour l'opposition, c'est plus délicat. Hein. Mais C'est un hommage que vous me rendez aussi. Vous voudriez que j'anime la majorité et l'opposition. C'est pas possible. Ou alors je comprends mal ce que vous attendez de nous. Ce qui est important, c'est qu'on communique aux citoyens les élus, leurs fonctions, leur famille politique ou société civile, peu importe. Après, je vois pas. Il y a une tribune dans Vivre Ensemble qui est réservée pour l'expression des différentes familles. Et il y a un règlement intérieur qui garantit les droits de l'opposition. Et le règlement intérieur n'a pas fait l'objet de la moindre opposition, à ma connaissance. Pas d'autres questions? Bonne soirée.